Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Allô Alex. Allô Charlotte. Bienvenue aux histoires prénataux. On est plutôt chamboulés, hein? Je pense que c'est le mot est même pas assez fort pour exprimer comment on se sent dans le moment. On vient de terminer un enregistrement, une rencontre avec Valérie, qui est venue nous parler de ses 4 grossesses. Une première grossesse qui fut une fausse couche, tardive. Un beau petit garçon de 3 ans, Wilfred. Puis, on a mis beaucoup d'emphase sur son petit Albert qui, malheureusement, est décédé à 28 semaines de grossesse suite à un diagnostic prénatal de Dijorge, du syndrome de Dijorge. Puis, pour mettre le petit baume sur le cœur, par contre, elle est venue nous livrer ce gros témoignage poignant-là avec un beau petit bedon rond de 31 semaines, un petit Louis-Paul qui est en route pour le mois de juillet. Donc, ça faisait quand même du bien de voir ce beau ventre plein de vie après la grande histoire qu'elle nous a racontée. Oui, donc c'est ça, un témoignage qui était touchant, rempli d'émotions, qui nous permet vraiment de comprendre un peu la réalité de ces parents-là qui doivent procéder à un arrêt de grossesse aussi tardivement. Donc, la réalité sur le plan familial, psychologique, médical. Donc, c'est sûr que nous, en tant que professionnels, entendre des témoignages comme ça vient un petit peu nous sensibiliser un petit peu aussi à leur réalité, change un petit peu notre approche pour le futur aussi. Mm-hmm. Elle a nommé Valérie à plusieurs reprises à quel point elle est allée chercher de l'aide tout au long de ces processus, que ce soit de la première fausse couche, après quand elle est retombée enceinte, la perte d'Albert et maintenant la grossesse de Louis-Paul. Puis je tenais à le souligner parce qu'elle nomme quand même là, des ressources importantes pour les familles qui vivent des situations particulières. Je pense qu'elle a appris... C'est une bonne leçon de vie, on va se le dire. Puis je pense qu'elle peut en apprendre à beaucoup là, par rapport à ces situations-là qui malheureusement touchent quand même quelques familles, oui. C'est ça. Puis les ressources externes sont là, mais on doit aussi rappeler, j'en profite pour rappeler que les mamans qui utilisent notre service de dépistage prénatal chez Prénato peuvent bénéficier quand même de consultations téléphoniques avec notre équipe d'infirmières pour des situations d'inquiétude, de préoccupation, mais qu'ils l'utilisent aussi dans des situations comme ça où il y a des dénouements un petit peu plus tristes à leur grossesse. Mm-hmm. Absolument. Donc, on vous souhaite une bonne écoute. Allô, Valérie? Allô, Alexandra? Allô! Donc, Valérie, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. J'ai juste hâte, moi, d'écouter ton histoire, de nous raconter ton parcours. Je sais que ça ne doit pas être évident pour toi de venir te livrer comme ça à nous, mais je crois pertinemment que tu vas rejoindre une bonne partie de notre clientèle, plusieurs femmes qui, malheureusement, vivent des histoires un petit peu plus complexes. Donc, on a la chance de te voir, par contre, aujourd'hui avec un petit miracle dans le bedon. Donc, pour ceux qui ne voient peut-être pas à l'écran, mais qui écoutent plutôt notre podcast, tu es actuellement enceinte de 31 semaines de petit garçon. C'est un miracle, c'est ce qu'on peut se dire. Hein? Après avoir eu un parcours plus complexe, là, tu peux en comprendre que porter la vie, ça tient réellement du miracle. J'aimerais te laisser te présenter brièvement à nous, puis on va embarquer après dans la suite des choses là, pour le sujet principal. Parfait. Donc, j'ai 37 ans. Je suis enseignante au primaire. Ça, c'est ma 4e grossesse. J'ai un garçon à la maison qui a eu 3 ans. Puis, c'est ça, je suis très heureuse d'être maman avec un bébé qui s'en vient bientôt en juillet. Ça approche vite, hein? Oui. Juillet. Oui, déjà. Est-ce que, si on recule, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman? Ça a toujours été un désir pour toi? Pas tout le temps. Okay. Quand j'étais jeune, oui, j'ai 3 petits frères. Oh. Donc, j'ai toujours été... ma mère a dit que j'étais la 2e maman. Donc, oui, je voulais être maman. Un petit côté maternel. Oui. Sauf que dans ma vingtaine, je sais pas, j'étais plus certaine. Pour être honnête, ouais, j'étais plus certaine si je voulais être maman. Puis là...
début trentaine, j'ai rencontré mon conjoint. Puis je pense qu'en rencontrant la bonne personne, là, on le sait. Là. Fait que, ça devient plus clair. ouais, Hein, fait des que fois, début surtout trentaine, ouais. si c'est le désir aussi de notre partenaire Oui, hein, de oui. fonder une famille. Exactement. Donc, je suis tombée enceinte pour la première fois à 32 ans. OK. OK. Est-ce que c'était une grossesse qui était planifiée? Oui, c'était durant la COVID, en 2020, dans le fond. Pile. Puis, quand tout a fermé, nous, on s'est dit, ben ça va être notre projet, là. OK. On en parlait, mais on s'est dit, on va le faire un petit peu plus tôt. Et je suis quand même tombée enceinte rapidement en juin 2020. Mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche en septembre. Ouais, fait Donc, à 3 mois. vers 12 semaines, Ouais. là, c'est ça, à ce moment-là. Ce qui est quand même considéré comme une fausse couche tardive, hein, à Oui. 12 semaines. Est-ce que tu avais eu une échographie précoce? Oui. À combien de semaines? J'avais eu une échographie de datation ici chez Prénato, justement, à 8 semaines. Tout Puis il y avait était le beau. petit cœur fœtal, tout était beau, bébé dans C'était beau. l'utérus. OK. Mhm. Puis à 12 semaines, est-ce que ça a été lors de l'échographie de clarté nucale? Non, ou... ça a été comme, j'ai goût de dire 3-4 jours avant OK. mon échographie qui était planifiée. J'ai eu des saignements. Donc, j'étais suivie par mon médecin de famille à l'époque qui m'a dit de venir tout de suite. Puis, il m'a envoyé faire une échographie d'urgence, j'ai pu dire. ouais. Ouais. Puis là, ils ont vu que son petit cœur avait arrêté de battre autour de 9 semaines et demie. OK. Oh, Fait que un pas petit peu, longtemps ouais. après l'autre échographie. Oui, exactement. OK. Puis, est-ce que tu avais... Est-ce que tu ressentais quelque chose allait pas? Est-ce que tu avais senti un changement au niveau des symptômes? Pas beaucoup. Non. J'avais beaucoup de nausées. J'ai eu toujours beaucoup de nausées là, à toutes mes grossesses, mais je prenais du Diclectin. Mhm. Fait que dans ma tête, je crois que je pensais que le Diclectin faisait effet. Peut-être que j'avais moins de symptômes, puis je m'en suis pas rendu compte. Mais, tu sais, j'avais quand même mal au sein, j'étais quand même fatiguée. Ça a été difficile pour moi de le gérer après, comme quoi que mon corps... C'est comme si mon corps savait pas que j'avais un petit bébé. Tu te sentais Ouais. enceinte alors que t'étais enceinte, mais que la grossesse avait arrêté son évolution. Exactement. Ton corps, il comprenait pas, là. Non. Donc après, c'est sûr que c'est quand même un processus généralement plus invasif, étant donné que tu étais plus avancée, quoique la croissance avait arrêté à 9 semaines. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, toi, Alexandra, c'est à partir de combien de semaines qu'on tente plus vers un curetage qu'un arrêt par médicament? Ça peut varier, mais généralement, au de 10 semaines, on va y aller plus vers le curetage. Comment ça s'est passé de ton Bien, côté? ils m'en l'ont offert. Ouais. Ils ont offert si je voulais un curetage ou prendre des médicaments. OK. Puis, je me rappelle très clairement à l'époque que je voulais juste qu'ils partent. Que ça Le sorte. plus C'est rapidement difficile à dire, possible. mais fait que j'ai eu un curetage le lendemain. Oh, OK. OK. Ouais, le lendemain. Puis au moment de l'échographie, est-ce que tu étais toute seule ou ton conjoint était avec Non, toi? mon conjoint, il travaillait à l'extérieur à ce moment-là. OK. Que je suis allée, l'échographie d'urgence, enfin, je suis allée avec ma belle-mère. Puis, en tout cas, moi, je l'ai su tout de suite, là, parce que on le voit dans le visage de la... C'était une Technologue. Ouais, technologue. Merci, c'était... Puis là, ils veulent pas nous montrer l'écran, tandis que, tu sais, mon échographie de 8 semaines, ils nous montraient l'écran. Ouais. Je sais pas, je l'ai su tout de suite. Il faut que ce soit le médecin qui vienne. Puis là, ils disent... tu sais, dans le fond, ils disent « Ah, le petit cœur s'est arrêté. » Qui pose Ça, le c'est- diagnostic officiel. Ça, c'était vraiment difficile. J'aurais même pu avoir un curetage la journée même, mais là, mon conjoint, le temps qu'il descende... T'as préféré Ouais. attendre, c'est ça, là, que papa soit présent. Exactement. Là. OK. Est-ce que la manœuvre, l'examen, la procédure s'est relativement déroulée selon ce qu'on espérait? Oui. C'est sûr que là, c'était en 2020. Fait que c'était difficile. Au début, je voulais pas que mon conjoint rentre avec moi dans la salle, pas la salle d'opération, mais comme la salle d'attente, là, j'ai le goût de dire, là, où est-ce qu'on doit être couché. Puis, mais vu les circonstances, l'hôpital, elle a vraiment été... Ils ont accepté. ouais. Ah, il y avait une belle ouverture quand même de leur Exactement. côté, là. OK. Oui, puis là, ça s'est fait quand même rapidement. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. OK. Puis, Puis comment la suite s'est passée? Là, c'est sûr que c'était dans un contexte quand même particulier où est-ce que les gens, on était dans une période tous isolés. Au niveau du deuil périnatal, comment vous avez vécu ça ensemble? ça a été difficile
Pour vrai, on est allé chercher de l'aide OK. tout de suite, un psychologue, surtout pour moi, là, pour m'aider. C'est comme si, oui, on perd un bébé, mais on perd aussi toute la vie qu'on s'était imaginée, même si c'est Faire un juste rêve un quelques peu, semaines. Ouais. Ouais. Puis vous perdez une immense naïveté. Exactement. Surtout aussi, là. Oui, parce qu'on en parle. Ben, je trouve qu'on en parle plus aujourd'hui, là, 5 ans plus tard, j'ai l'impression. Ou peut-être parce que je suis plus là-dedans, mais au début, on m'avait jamais dit que c'était environ, je pense que c'est une grossesse sur 4, peut-être, Exactement. qui a des fausses couches. Moi, j'avais jamais entendu ça avant. Ça m'avait vraiment affectée. Aussi, après, quand j'avais des amis ou de la famille qui tombaient enceintes autour de moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'était comme de l'envie, beaucoup d'envie. Ouais. Puis ça a pris quand même du temps avant de retomber enceinte. J'ai goût de dire une dizaine de mois. Est-ce que c'était par choix? Vous préférez attendre Non, ou c'était c'est vraiment nous, on s'est dit, OK, aussitôt qu'on nous donne le go, on se réessaie? puis ça fonctionnait pas. Je pense que mentalement, j'étais peut-être pas prête à ça encore. Ouais. 10 mois plus tard, un test positif. Oui. Comment on réagit là, maintenant que la naïveté a été perdue, qu'il y a eu quand même un bon processus de deuil pour la première grossesse? Là, j'imagine la réaction n'est pas pareille quand on voit le test positif. Hein? C'est comme un mélange d'émotions. On était très contents, mais aussi très stressés, là, avec mon conjoint. Ouais. Okay. Donc là, vous vous protégez un petit peu plus sur les émotions positives. Petite carapace qui se fait, des fois le lien qui va se faire, mais de façon... plus tard. De façon différente, oui. On l'a quand même dit à nos familles tôt, parce que, tu sais, on entend tout le temps dire « Ah, on doit attendre 3 mois avant de l'annoncer », mais moi, j'ai trouvé que d'être entourée, puis que, tu sais, que ma famille, mes amis proches le savaient pour ma première grossesse, ça m'a aidée à passer au travers. Puis je me dis, bien, cette fois-ci, on le cachera pas, parce que s'il arrive quelque chose, je veux encore que ma famille, mon entourage soit là. Ça, j'ai pas regretté. Chaque personne vit tellement ça différemment parce que c'est vrai qu'on entend des gens se dire, moi, de devoir réannoncer ça à chaque personne, cette nouvelle-là qui vient vraiment nous affecter, on a trouvé ça trop difficile. Fait qu'il y a vraiment 2 côtés de la médaille. D'un côté, on a la possibilité, des fois, ça va nous permettre d'avoir quand même du soutien, du support de nos proches. Je répète toujours, quand c'est un soutien qui est adéquat et bienveillant et non pas juste, malheureusement, des paroles sans aucune mauvaise intention, mais qui ne vont pas nécessairement nous réconforter ou nous consoler. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on peut avoir aussi le poids de se faire toujours poser des questions, puis mais toi, de ton côté, je comprends que tu as vécu ça de façon positive, puis si c'était à refaire, puis un conseil que tu pourrais donner, c'est, plutôt les gens le savent, plus sont là pour nous supporter si jamais on vit quelque chose. Puis je dis ça, c'était pour ma 2e grossesse, mais pour cette grossesse-ci, j'ai quand même attendu. OK. Ça dépend, je pense, probablement la petite voix intérieure, comment on se sent. Oui. Fait que c'est dans toutes mes grossesses, ça n'a pas été pareil, mais je pense que le conseil que je donnerais, c'est quand même d'en parler aux gens proches. Puis comment ça s'est passé, ta 2e grossesse, dans son ensemble? Ça a bien été. Il n'y avait rien d'anormal. C'est un bébé très actif. J'ai eu tous les symptômes, mais bon, ça, c'est... Oui, on parlait des nausées à toutes les grossesses, mais comment ça a été de traverser cette fois-ci le premier trimestre? Après coup, dans le fond, après le 12 semaines, il y a vraiment eu un relâchement du stress. Un soulagement. Puis là, une connexion peut-être plus facile avec le petit bébé qui grandissait. Oui, au début. Puis là, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus... Voir son bébé avant sa naissance, c'est un moment inoubliable. Chez Prénato, vous pouvez vivre cette expérience magique à partir de la 20e semaine grâce à l'échographie 3D. On découvre les petits traits du visage, les mouvements, parfois même un petit sourire. C'est toujours un moment rempli d'émotions. Et le plus beau, c'est que vous pouvez inviter jusqu'à 6 personnes pour le partager avec vous. Planifiez votre séance sur
Est-ce que aujourd'hui. vous avez appris le sexe quand même assez rapidement? Oui, oui, on a fait, ben justement, on était venus ici chez Prénato, puis on voulait faire un petit gender reveal. Par contre, on n'a pas été capable de ne pas regarder d'avance. Ah, vous avez regardé Ouais. le courriel! Fait qu'on a fait un gender reveal pour notre famille, Ouais. dans le fond. C'est eux c'est qui ont le découvert que c'était fun. un petit garçon. Un petit garçon Wilfred Oui. de 3 ans. Oui. Puis l'accouchement, ça a été comment? Ah, ça a été quand même rapide. J'étais rendue à 41 semaines. Oh! J'avais eu un stripping la veille. Puis la même journée, c'était jeudi, la même journée, je me suis rendue à l'hôpital parce qu'ils disaient, bon, des contractions, 5 minutes. Oui. Mais là, une fois rendue à l'hôpital, ils m'ont dit, non, t'es pas prête, j'étais pas assez dilatée. On retourne à la maison. Ouais, donc là, on retourne à la maison. Puis là, ils m'ont dit, reviens quand ça va être plus intense. Puis là, je me disais, mais comment on le sait? Tu sais, Ouais. comment on le sait que c'est plus intense? Puis l'infirmière m'avait dit, tu vas le savoir. Oui. Donc, on est retourné à la maison toute l'après-midi. J'ai eu le temps de dormir toute la nuit. OK. Puis là, quand je me suis réveillée vers les 8 heures, je croyais que j'avais perdu mes os, mais je pense que c'était comme la première... Le premier feuillet. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, on est allé à l'hôpital. Là, j'avais des grosses contractions. On est arrivé à l'hôpital à 9h30 le matin. Puis, ça a été quand même rapide. À 3h, il était sorti. 2h50. Ouais. Ouais, pour un premier accouchement. Un premier là, accouchement, puis rapide vraiment. comme ça. Puis il allait bien. Oui, tout allait bien. Quand on Maman est allait arrivé... bien aussi. Oui. Il y avait, c'est Oui, le j'allais fun. bien. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils m'ont suggéré... Ben, au début, ils n'étaient pas sûrs de me garder, c'est vrai. Ah ouais, OK. Parce que j'étais encore juste à dilater, comme ils disaient, à 1+. OK. Mais là, ils ont bien vu que j'avais des grosses contractions, Mhm. puis ils ont vérifié que j'avais perdu un petit peu de mes os. Donc, ils m'ont suggéré le bain. Puis, ça me tentait pas. Pourquoi je me disais, ça me tente pas le bain, Mhm. je sais pas, je n'étais pas confortable. Puis l'infirmière, elle a insisté un petit peu, puis elle a dit, écoute, on va y aller. Puis si tu te mets les pieds dans le bain, puis ça te tente plus, on sort. On Tu sais, sort, c'est OK. pas Ben grave. oui. Je suis comme, OK, on y va. Je suis restée 1h30 dans le bain, OK. puis en sortant, j'étais déjà à 7 cm. Wow! Fait que ça a comme relaxé. Pas de péridurale, t'étais Non. confortable, détendue. Ouais, j'avais des Wow. grosses contractions, mais Elle pas se prenait assez. bien, les Ouais, contractions dans le bain, relax. exactement. C'était Wow. vraiment... Ton conjoint était à Oui, côté de on toi. a de la musique, c'était vraiment... Mm. ouais. Oh. Est-ce que c'est l'accouchement, je ne sais pas si tu avais préparé des souhaits de naissance ou un plan de naissance, mais tu sais, on a tout, qu'on le prépare ou non, on a quand même toute une vision de notre accouchement un peu idéal. Est-ce que c'est Oui, ce que tu t'étais imaginé? Oui, je ou... m'étais imaginé... je pensais pas que ça allait être aussi rapide, par exemple, parce que les histoires qu'on entend. Mais oui, ça a vraiment bien été. Moi, je voulais essayer sans épidural. J'avais pas... je m'étais pas mis trop d'attente, mais j'avais dit dans mon plan de naissance d'attendre que je le demande, de pas me le proposer. Ouais, OK. Puis j'ai fini par le demander. Puis là, l'infirmière, elle m'avait dit, ben on va vérifier le col. Puis j'étais déjà rendue à 9. OK. Oh, Donc, elle m'a dit, ben tu vas pousser, ce sera pas très long. Ouais. Donc, fait que j'ai pas eu l'épidural finalement. Oui, apéri. Oh, wow! Incroyable. Pour un premier bébé, en plus, Ouais. ça a été rapide comme ça, naturel, il y a sans eu péridurale. 45 minutes de poussée. Quand même. OK. Quand même. Dans la moyenne. Ouais. Mm. C'est correct. Ouais. Puis, est-ce que ça a bien été après le postpartum, les premiers mois avec bébé Wilfred? Oui, Oui. c'est sûr que, tu sais, j'ai eu des petites inquiétudes. Bon, là, il est né avec un torticolis. Il y a eu... tu sais, il prenait pas beaucoup de poids au début. Ça m'inquiétait. Mais tu sais, c'était rien... T'as un petit c'est rien bébé de allaité? grave, là. Oui, Oui, OK. allaité jusqu'à 1 an. Puis, il y a eu des allergies aux arachides puis aux œufs. Mais Ouais. avec le recul, je me dis, toutes ces petites choses-là, tu sais, il n'y a pas... C'est notre petit miracle, là, aujourd'hui. Ouais, On sait Ouais. que c'était pas grave. Est-ce que l'envie d'avoir un autre enfant est venue rapidement après Wilfred? Oui, quand même, sauf qu'on pensait pas que ça... Tu sais, vu que ça nous avait pris comme une dizaine de mois pour Wilfred,
on pensait pas que ça irait aussi vite. Je suis tombée enceinte, Wilfred avait juste 9 mois. OK. Ouais. Puis j'allaitais temps plein. Fait que là, Fait qu'il n'y avait pas eu de retour, on dit le fameux retour de couche, les Non, premières menstruations. ben, j'en avais eu un petit peu, mais Rien de pas régulier. Ouais. C'était quand même une belle surprise. On était contents. Oui. C'est ça, c'était en octobre 2022. OK. Fait que 9 mois après d'avoir accouché. Puis on était très contents. Puis là, cette fois-ci, on voulait garder la surprise pour le sexe. Ah oui, OK. Ouais. Attendre à la naissance. Oui, fait qu'on avait quand même, parce qu'on avait fait des dépistages prénataux, on l'avait fait pour Oui. Wilfred, puis fait que là, on l'a refait pour Albert, puis on avait quand même demandé le sexe, cette fois-ci, on n'a pas regardé. OK. On voulait juste le garder au cas Au où, cas où. parce qu'on se disait, comme pour ma première grossesse, on ne l'avait pas fait, puis on ne le savait pas, puis ça, j'avais trouvé ça difficile de ne pas savoir le sexe de mon premier bébé, fait que je me disais, j'aime mieux le garder au cas où. Pour l'avoir au cas où. Puis là, le dépistage prénatal qui avait été fait, c'était dépistage de la trisomie 13, 18 et 21. Exactement. Les 3 trisomies principales, Oui. ce qui est normalement Oui. recommandé pour une femme qui n'avait pas d'historique d'antécédents familiaux, personnels, là, Exactement, puis tout de était beau. problématiques, là. C'est ça. Donc, tout était beau, dépistage prénatal. Oui. Pour ce qui est de la clarté nucale, Tout était est-ce que beau aussi. Tout était beau OK. aussi. Oui, une belle clarté nucale. Il n'y avait pas rien d'anormal. Il n'y avait pas vu rien d'anormal à 12 semaines. C'est à l'échographie de morphologie. À 20 semaines, là, 21 Ouais. semaines. Je pense que c'est ça. J'étais comme à 21 semaines. Puis là, on va à l'hôpital. Puis ils me font une écho, puis c'est long. Tu sais, on trouvait ça long. Puis ils me disaient que mon bébé était très actif. Puis c'est vrai, tu sais, Wilfred, il était très, très actif. Encore aujourd'hui, j'ai des bébés très actifs dans mon ventre. Puis ils me disent qu'ils ne sont pas capables de prendre les mesures de son cœur correctement. Puis là, ça m'inquiète, mais ils me disent « Non, inquiétez-vous pas. Si c'était si inquiétant, on vous enverrait au CHUL tout de suite. OK. » Elle dit là, vous allez revenir la semaine prochaine, ça va prendre 10 minutes, on va prendre les mesures du cœur, ça va être fait. Tu sais, pas d'inquiétude. Fait que moi, j'y retourne une semaine plus tard toute seule. Parce que là, dans la semaine, quand vous êtes tous les deux retournés à la maison, il n'y avait pas d'inquiétude, vous avez été rassurés dans ce disant, Ouais. bon, ben, il bougeait trop, petit bébé. Vous ne saviez pas que c'était un garçon à ce moment-là encore. Pas encore. Puis là, bon, il bougeait trop, c'est pas grave, on va y retourner la semaine prochaine. Donc, en y allant toute seule, tu n'étais pas inquiète Non, en pas du disant, tout. on m'a dit que ça allait prendre 10 minutes, je vais y Ouais. aller seule. Puis, OK. Puis là, j'ai regretté d'être allée seule. Ça l'a effectivement pris 10 minutes, mais ils ont vu tout de suite qu'il y avait une anomalie au niveau cardiaque, une malformation cardiaque. Puis ils m'ont annoncé ça avec la bedaine à l'air sur la table, tu sais, sur la chaise d'hôpital. Ils ont fait une prédiction de ce que c'était. Ils m'ont dit vous allez devoir aller au CHUL, faire un suivi. Une échographie cardiaque, fétale, probablement. OK. Puis après ça, ils m'ont laissé dans le corridor. Je pleurais, je me rappelle encore, pour me donner des papiers. Puis il fallait que moi-même j'aille à la clinique de mon médecin pour essayer de régler tout ça. Puis ça m'apporte à penser, parce que j'ai écouté justement votre introduction du podcast, puis Qui sommes-nous chez Prénato? Puis ça m'a fait pleurer quand je l'ai écouté, parce que ça dit que vous faites un accompagnement pour expliquer. Là, je me suis sentie tellement toute seule dans le corridor avec mes papiers, puis que personne ne m'explique. Puis là, après ça, on fait quoi? On regarde sur Google. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, cette Dr. malformation-là? Google. Ouais. Oui. Je sais qu'il Mais faut en pas même faire ça, temps, mais... C'est sûr que c'est le réflexe numéro 1 quand tu te fais lancer des informations. Puis, tu sais, moi, je vais toujours me souvenir de l'annonce publicitaire d'annonce d'un cancer où est-ce que quelqu'un annonce une mauvaise nouvelle, puis on part par en arrière, puis tu n'entends plus aucune information. Puis c'est ce qui se passe avec les patients qui se font annoncer des mauvaises nouvelles, où ils entendent, mais ils comprennent plus rien parce qu'ils sont sur le choc de l'annonce. Puis, il faut revenir après ça, donner des compléments d'information. Fait que Puis là, quand tu es prêt à recevoir d'autres informations, t'en voudrais, ben il n'y a plus personne avec toi. Fait que ton premier réflexe, ben c'est la solution facile, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'offre en ligne. Exactement.
OK. Fait que là, une semaine plus tard, on a rendez-vous au CHUL, puis c'est des rendez-vous, là, on a 3 gros rendez-vous back-à-back. Là. On s'en va voir le cardiologue pour une échographie cardio-fœtale. Puis là, lui, il confirme que le bébé avait une tétralogie de Fallot, ça s'appelle. C'est comme 4 malformations qui viennent ensemble, je vais vous dire, sur son cœur. Mais il y a un plan. Je veux dire, tout de suite, il nous montre des options, puis on peut l'opérer à cœur ouvert, par exemple. Souvent, c'est quand le bébé est né ou un petit peu plus tard. Là. Mais il y avait un plan. C'était pas... Il apportait, on peut dire, une solution qui n'était pas simple, là, mais il pouvait apporter de l'espoir. Oui, là. oui. C'était très stressant. Tu sais, il nous expliquait que le bébé était pour aller en néonatologie, puis que je ne pouvais pas faire de peau à peau, qu'allaiter, ça allait être... Tu sais, plein de petites choses, mais il allait survivre. Là, le bébé. OK. Il y avait de l'espoir encore à ce moment-là. Là. Après ça, on a vu une médecin en grossesse à risque élevé, parce que là, je tombais dans une autre catégorie. On a fait une écho de morpho comme il faut pour être sûr qu'il ne voyait rien d'autre. Puis le 3e rendez-vous, c'était avec le médecin en génétique. Parce que les bébés qui ont des maladies cardiaques congénitales, c'est souvent relié à d'autres choses. Donc, ils voulaient vérifier, être sûr qu'il n'y avait rien d'autre. Ils nous ont proposé une amyosynthèse qu'on a acceptée. OK. Là, ça a pris 4 semaines. Avant d'avoir les résultats. Avant d'avoir les résultats. OK. 4 ou 5 semaines. Là, j'étais rendue à 27 semaines quand j'ai eu les résultats. Est-ce qu'il y a des résultats? Des fois, on entend, dans le cas d'une amyosynthèse, qu'il y a des résultats préliminaires qui sortent. Là, dans la situation de ce qui devait aller éliminer ou tester, il n'y avait pas de résultats préliminaires qui sont sortis plus tôt. Là. Mais ils ont sorti les 3 trisomies plus tôt. Mais nous, on savait déjà, vu qu'on avait fait... que c'était peu probable que ce soit ça. Puis là, c'est ça, plusieurs semaines plus tard, là, on retourne voir le généticien et il nous annonce que le bébé s'appelle le syndrome de Di-George. C'est avec le chromosome 22. Puis, ma première réaction, c'est que, c'est pas grave. Parce que je suis enseignante, puis j'ai déjà eu un élève à mon école qui avait le syndrome de Di-George. Et pour moi, je c'est pas grave, tu sais, je me rappelle, j'avais regardé mon conjoint puis j'ai dit, ça va être correct. C'était comme une forme de soulagement, dans le fond. Oui. Je me disais, on va être correct, mais je voyais que le généticien, il avait pas de l'air d'accord avec moi. Il disait, on va essayer de vous informer un peu plus sur qu'est-ce que c'est, on va aller voir l'infirmière, puis là, il nous a donné beaucoup de ressources pour vérifier. Puis tout de suite, il nous demande, voulez-vous arrêter la grossesse? Puis là, mais non. Non, c'était pas question. Okay. Même mon conjoint me regardait, puis non, c'est pas... c'était pas une option. Jamais. Okay. Ça n'a jamais été une option au début. Puis, j'étais à 27 semaines, là, les jours passent, puis on s'informe, puis on se rend compte que le syndrome de Di-George, c'est très... Ça peut être très vaste, j'ai pu dire, le spectre des symptômes et tout ce que ça... Des caractéristiques. Ouais. Fait que là, ça change beaucoup dans le fond, ça change nos plans, ça change ce qu'on pensait de ça au départ. J'ai même contacté la mère de mon élève pour lui en parler, pour finalement comprendre que elle, son enfant, c'était quand même, j'ai goût de dire, léger. Le syndrome était plus léger, si on peut dire ça comme ça. Puis que même là, elle avait beaucoup d'inquiétudes. Il avait fallu qu'elle arrête de travailler quand il était bébé, qu'elle était inquiète pour son futur, plein de choses. Fait qu'on a passé, j'ai goût de dire, un bon 4-5 jours là, juste à s'informer. J'ai même réussi à parler au cardiologue du départ, parce que je trouvais qu'il nous avait tellement bien informés, bien supportés dans tout cet événement-là. J'aurais aimé ça qu'un professionnel me dise quoi faire. Mais ils peuvent pas. Personne ne pouvait se prononcer. Non.
Surtout que la première rencontre avec le cardiologue se voulait pleine d'espoir Oui. au final. Donc, j'imagine que ça a peut-être un peu, mais si on veut teinter votre Ouais. décision du début en se disant, bon, on nous annonce telle anomalie génétique, mais on nous dit qu'il y a quand même une solution pour son petit cœur. Donc, versus de se faire dire, on a telle problématique génétique, puis au niveau cardiaque, c'est trop important. Tu sais, probablement que Ben, la c'est décision aurait été plus claire. Mais c'est ça que là, le cardiologue nous a comme confirmé. Tu sais, il nous a comme expliqué que la malformation cardiaque prise seule, ça pouvait se gérer, si on peut dire ça comme ça. Mais que là, avec une malformation génétique, surtout que avec le Dijorge, une des plus grandes... je sais pas comment dire ça, mais tu sais, la plus grande caractéristique du Dijorge, c'est surtout leur système immunitaire. On a tous une glande que je connaissais pas avant, mais ça s'appelle le thymus, puis ça gère comme notre système immunitaire. Puis il y en a beaucoup, le Dijorge, soit qu'elle est réduite ou qu'elle est inexistante. Okay. Puis ils peuvent pas le voir en tout cas, nous, ils l'ont pas vu à l'échographie, si elle était là ou pas. On a su plus tard, quand il est né, qu'il n'y en avait pas du tout. Mais là, le cardiologue nous a dit, ça va compliquer une opération à cœur ouvert. Puis même là, je sais pas, je me disais, on est capable, on va s'occuper de notre enfant malade. Tu sais, il y a beaucoup d'autres aspects du Dijorge, mettons, comme des difficultés d'apprentissage, de comportement. Moi, je me dis, ça me dérange pas, je suis enseignante, je vais être capable. On se pense comme des super moms. Mais... Est-ce que c'est une petite forme de... Je sais pas si c'est trop lourd comme terme de déni ou plutôt de s'auto-donner de l'espoir parce qu'on veut pas se rendre je pense à que c'est ça. là. Je pense que c'est un peu des deux. Puis, c'était quand le cardiologue m'a demandé « Avez-vous pensé à Wilfred? » Mon garçon qui avait, à l'époque, il venait d'avoir 1 an. Puis là, je disais, ben oui, on pense tout le temps à Wilfred, je comprends pas. Il dit non. Il dit, avez-vous pensé à Wilfred dans tout ce processus quand le bébé va être là? Parce que là, rendu là, c'est vrai que j'ai pas dit, mais on avait fait un petit gender reveal parce que là, on voulait savoir. OK. Là, on voulait savoir. Fait que là, on savait que c'était un autre garçon. Puis là, il dit, avez-vous pensé à Wilfred? Puis là, quand on s'est assis puis on y a vraiment pensé, c'est là qu'on a réalisé que c'était pas juste pour Wilfred. Et tout mon temps, tous mes moments de maman, surtout si c'était grave, parce qu'on pouvait pas le savoir, c'était tout le temps des si. Mais si c'était assez grave que je devais rester à la maison, là, Wilfred, tu sais, il aurait comme subi tout ça. Puis aussi, l'autre chose qui nous a fait pencher aussi pour la décision, c'est en pensant à lui, on l'avait nommé Albert, puis en pensant à Albert, disant, qu'est-ce que je vais lui dire plus tard? Je vais lui dire, moi, je le savais que tu allais avoir une vie difficile toute ta vie. Puis j'ai décidé de... Je sais pas, des fois, je me trouvais égoïste, comme de vouloir le garder. Comment on explique ça à un enfant ou un ado ou un adulte, rendu adulte? J'étais pas capable de trouver une réponse s'il allait me demander ça. Qu'est-ce que j'allais répondre? Fait que là, on a décidé de faire un IMG, une interruption médicale de grossesse. À 28 semaines. Oui, comme 1 ou 2 journées avant 28. Ouais. Donc, on parle quand même d'un accouchement à ce terme de grossesse-là. Oui. Moi, je voulais pas. J'avais demandé si on pouvait avoir une césarienne, mais non, ça fonctionne pas comme ça. On a aussi vérifié si on pouvait juste se faire provoquer. Sans arrêter le petit cœur. Mais
c'est tout le côté éthique. Si le bébé naît, ben ils doivent essayer de le sauver. Mais ils savaient pas combien de temps il allait vivre. Fait que j'ai demandé de voir une travailleuse sociale parce qu'ils nous offraient pas beaucoup d'aide, je trouvais, pour côté... Manque de ressources un petit peu. Puis de... l'hôpital. Je comprends là, qu'ils sont débordés, ils ont beaucoup de choses, mais moi, je voulais parler à quelqu'un. Fait que finalement, j'ai parlé avec une travailleuse sociale qui nous a comme tout expliqué ça, là, les côtés éthiques et toute la procédure. Puis, fallait se décider quand même rapidement là, pour pas attendre trop longtemps. Donc, finalement, on a décidé, ils ont arrêté son petit cœur. Okay. Puis, j'ai accouché par la suite. Est-ce que l'accouchement a été relativement rapide? Ouais, c'était spécial. Dans le fond, c'est comme un rendez-vous planifié. Fait qu'on est arrivé à l'hôpital en matinée, puis l'équipe, là, on était au CHUL, en grossesse à risque, donc l'équipe au CHUL était merveilleuse. Ils ont une équipe spécialisée pour ça. Ça, c'était bien. Ils venaient nous rencontrer, nous expliquer tout ce qui allait se passer. Puis là, ils m'ont expliqué que là, il fallait qu'ils arrêtent le petit cœur. Puis j'avais le choix de le faire là, dans notre chambre d'hôpital ou avec médicaments dans la salle de césarienne, j'imagine. Okay. Là. Fait que moi, je voulais pas faire ça à jeun. J'étais pas capable. Fait qu'on est allé dans la salle de césarienne. Puis ça a été le bout le plus difficile de tout l'accouchement. Je vous ai dit que j'avais des bébés actifs. Ils étaient très actifs. Ouais, puis j'étais pas capable de lâcher ma bedaine. Puis c'est comme, tu sais, il faut qu'ils mettent les bras comme ça, pour les bras étendus comme en croix, là, mais ils ont vraiment été gentils, l'équipe. Ils ont attendu que je me calme, que les médicaments fassent effet. Il y a une infirmière qui m'a mis de la musique, qui m'a demandé sur son propre téléphone. Ouais, puis j'ai pas vu. Ils ont mis comme un drap pour pas voir, mais ils sont allés piquer pour arrêter son cœur. Par la suite, on est retourné dans notre chambre d'hôpital, puis ça l'a pris environ 15 heures, j'ai le goût de dire. Ils donnent des médicaments pour provoquer. Puis là, j'ai pas eu le choix de prendre la péridurale. Okay. Est-ce que c'est parce que c'est ce qu'eux suggèrent? Ben, c'était soit ça ou de la morphine. Ils m'ont pas donné le choix. Ils ont dit, on peut pas faire ça. Pas faire ça à jeun parce que c'est des médicaments quand même forts. Vu que le bébé est déjà décédé, ben, ils n'ont pas peur pour son cœur, quoi que ce soit. Fait qu'ils donnent des médicaments quand même forts. Puis, il était à peu près 7h30 du matin le lendemain quand j'ai senti que sa tête était là. Et puis, j'ai comme eu une peur. Je me rappelle, j'ai comme eu peur que là, oups, là, je voulais pas le voir. Je me disais, oh non, tu sais, il va... pas capable. Ouais. Puis là, mon chum, lui, il était là, puis il a regardé, puis l'infirmière, elle m'a rassurée. Puis quand il est sorti, la première chose que mon chum m'a dit, il dit, il est donc bien beau. Fait que là, ils l'ont mis sur moi, puis pour vrai, c'était un beau bébé. C'est comme s'il dormait. Pour moi, il était normal, il était tout petit, il était peut-être, je pense qu'il était 2,5 livres, mais là, ils nous l'ont laissé. Puis je pense que ça a été la meilleure chose pour notre deuil. De le coller, de l'avoir sur vous. C'est difficile à comprendre, je crois, si ça nous arrive pas. Je sais que j'ai des gens de mon entourage qui ont trouvé ça spécial, mais on a pu lui parler, j'ai chanté des berceuses, j'ai expliqué pourquoi qu'on avait fait ça, qu'est-ce qu'on avait choisi. Puis ça l'a vraiment... Ils font pas ça pour rien à l'hôpital. Là. Ils doivent le savoir. Ouais, ça a été un beau moment. Puis, il y a des personnes formées. Nous, c'était une des infirmières formée pour prendre des belles photos. Des photos, oui. C'est la fondation, c'est-tu l'étincelle? Oui. Hein, oui. Ou allume l'étincelle? Oui, ou allume une étoile. Ou allume une étoile, ouais.
Oui, ça a été aussi une belle souvenir. Des beaux souvenirs. Ils nous ont fait une belle boîte. Tu sais, il y avait un beau pyjama pour tout l'enrober. Ça a été... quand on y repense, c'est spécial, mais sur le coup, c'est ça qu'on avait besoin. Ça fait toute la différence. Ah oui. Oui. Ça vous a été dans votre processus de deuil, justement, Vraiment. de pouvoir le rencontrer d'une certaine façon, votre petit Albert. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez pu passer quand même un long moment? Oui, avec il n'y avait lui? pas de limite. Il n'y avait pas de limite de temps, OK. C'est nous, quand on était prêts, là, c'est sûr que là, on s'ennuyait de Wilfred, on avait le goût de voir ce qu'on là, on disait notre petit miracle à la maison, tu sais. Ouais. Dans l'après-midi, là, on a finalement quitté. OK, vous avez quitté tôt l'hôpital. Vous Ouais. n'avez pas repassé là, la nuit après la naissance du bébé au Parce petit que là, matin? le bébé, il change un petit peu, tu sais. Ouais. Fait que là, on trouvait ça... Mais pour la plus convalescence, difficile. mettons, de maman, il n'y avait pas obligation de rester Pas pour moi, j'avais pas rien OK. eu. OK. Non, parce que vu que c'était comme mon deuxième accouchement, OK. puis un bébé de 2,5 livres, il n'y avait rien. Mhm. OK. Fait que j'ai pu retourner chez nous à la fin de l'après-midi, j'écoute ça. OK. Je trouve ça quand même beau à entendre, le fait que, puis c'est des choses quand on fait un peu de lecture sur le deuil périnatal, puis les histoires des parents, un des éléments qui fait une différence significative sur le cheminement, c'est le soutien qui est offert par les professionnels de la santé dans cette période-là, puis tous les petits gestes qui vont être apportés pour amener un petit peu plus de douceur, de bienveillance, d'empathie. Puis tu sais, tu le nommes parfaitement où est-ce que ça fait partie des éléments qui ont fait vraiment une différence significative. Puis tu sais, je pense qu'il y a des professionnels qui vont écouter l'épisode, fait que ça serait... C'est un élément qui est quand même significatif. Puis il y a des parents aussi qui vont beaucoup se questionner à savoir... pas se questionner, mais pour qui c'est difficile, puis tu sais, c'est tout à fait compréhensible quand une grossesse doit s'arrêter, surtout à un stade comme ça, au 3e trimestre, qui veulent pas ou qui envisagent pas prendre leur petit bébé puis conserver des souvenirs. Puis sans dire que l'équipe médicale pousse, parce qu'au final, ils vont toujours respecter le choix des parents, mais il y a des écrits là-dessus sur le fait que au final, oui, c'est difficile. Je veux dire, c'est une issue pas possible qu'on souhaite à personne, évidemment, mais que ça va vraiment venir mettre un petit baume puis aider dans le cheminement de processus de deuil en général, là. Parce que oui, mais nous, on regrette pas du tout, là. Ça a été... ça l'a tout changé. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu sais, je peux dire que je l'ai rencontré. Ben oui. Quelques heures, j'ai pu le bercer, j'ai pu... Est-ce que ça aurait été un regret? Parce que dans une situation comme ça, je crois qu'ils laissent le choix aux parents s'ils veulent voir ou prendre leur petit bébé ou non. Il y en a pour qui préfèrent se protéger puis qui se sentent pas prêts à. Est-ce que de ton côté, toi ou alors ton conjoint, ça aurait été un regret de ne pas je pense le prendre que avec vous, le voir, le coller? Même si au début, j'ai eu comme peur. Un petit moment. Ouais, là, je pense que j'aurais regretté après coup. Même des fois, je me dis, on aurait pu rester plus longtemps avec. Mais non, on est content de l'avoir fait, là. D'avoir profité de ce moment-là. Ce petit moment-là qu'on a eu avec. Même que je me suis dit, peut-être que j'aurais aimé ça que Wilfred vienne le voir, mais tu sais, il était jeune. Il était petit. Il avait juste comme 14 mois, je crois. Il aurait pas compris, mais bref, on aurait pu avoir la visite, on aurait pu, On a fait un FaceTime avec nos parents. OK. Pour qu'ils puissent le voir. Ouais. Puis là, les photos, ça change tout, là. Ça garde la mémoire un petit peu plus vive. Oui. Puis là, on a une petite urne à la maison parce que, je sais pas, il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais un bébé qui est décédé, même si c'est dans le ventre, les salons funéraires, ils peuvent prendre en charge pour un moindre coût. Là, nous, on a simplement payé pour une petite urne. Là. Est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de semaines durant la grossesse
Je suis pas certaine. Je pense que c'est après 20 semaines, si je me trompe pas. OK. Quand c'est considéré que c'est plus une fausse couche, mais je suis pas certaine là, des semaines. Mais il m'avait offert de faire une petite cérémonie. OK. Puis au début, on avait dit non. Puis 2 mois et demi plus tard, on a rappelé, puis on a dit finalement, on aimerait ça faire un petit quelque chose. Parce qu'on s'est rendu compte que oui, nous, on avait vécu notre deuil comme, tu sais, à l'hôpital, ça nous a aidés, on a tenu Albert dans nos bras, mais nos familles, eux, ils attendaient un petit garçon. Ouais, Nos parents, nos amis. Le deuil. Fait que là, ça a fait comme une petite cérémonie, c'était très intime, mais juste comme pour souligner qu'il a été 28 semaines qu'il a vécu dans moi, puis qui était attendu, puis qu'on l'oubliera pas. Ça aussi, ça l'a aidé dans le deuil. Il y a aussi, on est allé consulter avec les perséides. Oui. Ils sont spécialistes comme en deuil périnatal. Puis ça aussi, ça l'a vraiment, ça l'a changé. Ça a aidé beaucoup. Ah oui. Est-ce que c'est parce que tu nous avais parlé que tu avais consulté aussi, est-ce que c'était avec les perséides ou tu as connu les perséides plus pour cette situation? Non, c'est ça, j'ai connu les perséides au CHUL, ils nous en ont parlé. OK. Ils ont parlé des différentes ressources qui étaient disponibles pour nous. Puis là, c'est là que j'ai su pour les perséides. Puis même aujourd'hui, ils m'aident encore, les perséides, parce qu'ils offrent des petites séances de groupe. Là. Depuis la COVID, ils le font en ligne, mais pour les mamans qui sont enceintes suite à la perte d'un bébé, que ce soit à quelques semaines ou quelques mois, il n'y a pas de discrimination, je peux dire. C'est tout le monde a vécu un deuil. Tu sais, même moi, j'ai vécu 2 deuils différents, puis les 2 étaient difficiles. Fait que là, ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Un retour à la maison en laissant son petit bébé comme ça. Il y avait Wilfred, j'imagine, qui a dû un petit peu aider à trouver la force. Beaucoup. J'imagine même pas quelqu'un que c'est leur première grossesse, qui n'ont pas un autre enfant à la maison. Wilfred, j'ai le goût de dire que Wilfred m'a sauvé la vie. Je ne veux pas lui mettre cette pression-là, je ne dirai jamais, mais... Un accompagnement complet. Ce qui rend Prénato vraiment unique, c'est son accompagnement global du désir de grossesse jusqu'après la naissance de votre bébé. Tests de dépistage, échographie, suivi personnalisé, santé de la femme, contraception, tout est offert au même endroit. Une approche bienveillante et humaine, pensée pour que vous vous sentiez soutenu, écouté et en confiance. Parce qu'être bien accompagné, ça change tout et ça commence sur prenato.ca. Souvent, j'ai eu le goût de partir avec Albert. J'ai trouvé ça vraiment difficile. On comprend pas. Je veux dire, sur papier, tout ce qu'on nous a dit, après ça, avec l'autopsie, qui nous confirme qu'il aurait probablement même pas survécu, sur papier, c'était la bonne décision. Mais dans mon cœur, dans ma tête, ça a toujours resté que j'ai mis fin à ma grossesse, que j'ai enlevé la vie à mon bébé. Puis ça a été très, très difficile. Mais il fallait que je me lève à tous les matins pour Wilfred. Pardon. Puis, une chance qui était là. Une chance qui était là. Ce tout petit être humain-là qui a donné la grande force à ses parents, c'est quand même... C'est beau. Hein? C'est ça que, tu sais, j'étais allée chercher de l'aide encore une fois. Comme je disais, au perséide, avec un psychologue. On est allé en couple aussi parce que c'est dur pour le couple. Est-ce que le processus de deuil a été un petit peu différent pour vous deux? Vous n'avez pas nécessairement traversé les étapes du processus en même temps? Ça a été quand même différent. Mon conjoint, lui, il était prêt quand même tôt à dire on voulait un deuxième enfant, go. Puis moi, je voulais plus. Mais je voulais pas. C'était fini, là. Ouais, je voulais plus. Je voulais plus retomber enceinte, je voulais plus de deuxième enfant. J'étais comblée avec Wilfred, je disais que c'était mon miracle. Puis, fait que ça a été difficile entre nous deux, mais j'ai jamais ressenti de pression ou quoi que ce soit. Mais
Mais tu sais, quand on vit pas les choses de la même manière, c'est pas tout à fait facile. Mais c'est ça, fait qu'on est allé chercher de l'aide en couple, on est allé chercher de l'aide individuellement. Ça l'a quand même beaucoup aidé, mais le deuil a été long. Ben, j'ai goût de dire un deuil, ça finit jamais. Mon deuil n'est pas fini. Le travail non. d'une vie. Hein? Ouais. Ouais, c'est encore... on apprend à le gérer, peut-être. Mais... ouais. Puis ça l'a pris 2 ans. Dans le fond, je suis tombée enceinte en octobre 2022 d'Albert. Puis là, pour cette grossesse-ci, je suis tombée enceinte en octobre 2024. OK. Quasiment 2 ans. Là, dans le fond, mes semaines, on se suivait par 2 semaines. 2 semaines d'intervalle. Ouais. OK. Donc, c'était une grossesse qui avait été planifiée. Oui, parce qu'au fil du temps, là, mon goût d'avoir un deuxième enfant, puis je trouve ça bizarre de dire deuxième, parce que dans le fond, c'est comme C'est un troisième. mon troisième. Mais ouais, le goût d'avoir un autre enfant est revenu. Puis d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour Wilfred aussi. Tranquillement, avec le support des Perséides, avec le support du psychologue, on s'est enligné pour un autre enfant, puis ça a été très, très rapide, encore une fois. Là. J'ai été chanceuse dans toute cette malchance-là, j'ai le goût de dire. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à tomber enceinte, mais là, ça l'a pas été... Puis c'est pas une grossesse pareille, par exemple. Okay. C'est pas... la joie de tomber enceinte est comme disparue, j'ai le goût de dire. Je veux dire, oui, on le voulait. Oui, on voulait un autre enfant. Mais là, j'ai attendu avant de le dire. OK. Ouais. Là, j'avais peur de faire de la peine à ma famille. S'il arrivait quelque chose, tu sais, leur donner de l'espoir qu'il n'y aurait peut-être pas. On a réussi à le garder pour nous presque pendant 3 mois. OK. On a fait les tests plus tôt. On est venu chez Prénato justement faire les tests de dépistage. J'ai goût de dire à 10 semaines qu'on peut le faire le plus tôt. Oui, exactement. Ouais. Puis est-ce qu'au-delà des 3 trisomies principales, là, vous avez testé On a ce qu'on tout appelle fait. les micro-délétions, donc 10 jours? Exactement. Qui s'y retrouvent. Donc, on a pris le gros forfait, là, j'ai le goût de dire. Puis tout est sorti très beau. J'avais une écoute de datation, tout était beau. La clarté nucléale, tout était beau. Mais cette fois-ci, jamais que je me sentais mieux. Le stress... Jamais rassuré assez, là. Non, même aujourd'hui, je pense. Ça va être une fois bébé dans les bras. Je pense que oui, j'espère. Oui. Mais à chaque étape que tout va bien, je me dis, c'est quand on va passer cette étape-là, quand on va passer l'écho de morpho, comme là, j'ai passé le 28 semaines, presque un mois, je pense tout le temps que, là, ça va aller mieux, tu sais, là, je vais... Non. Puis c'est toujours un petit combat intérieur, là. Puis est-ce que ton conjoint vit la grossesse différemment également? Il est un petit peu plus positif que moi, j'ai le goût de dire. Là, est-ce que ça te fait du bien? Oui, OK. Parce que je pense que si les deux, on était comme plus négatifs, ça serait lourd. Là. Non, lui, il voit ça. À chaque étape, lui, il est très optimiste. Là, puis il est très... Fait que c'est sûr que ça l'aide. Là. Des fois, c'est fatigant. Là. Non, mais ça... Ouais, ça nous aide beaucoup là, pour ceci. Fait qu'encore un autre miracle qu'on espère. Oui. Est-ce que la connexion avec ce petit 3e bébé qui grandit dans ton ventre est un petit peu plus difficile vu le passé? Oui, c'est difficile. Ça commence à changer. OK. Je pense que, tu sais, je dis après le 28 semaines, j'ai pas eu moins de stress, mais je pense que j'ai un petit peu plus de connexion. Il bouge beaucoup. Là. Aussi, il rappelle, je suis là, maman, là, ça va bien aller. Aussi, avec les Perséides, comme je disais, les séances, on m'a suggéré de le nommer. On dirait que je retardais à lui trouver un nom. OK. Aujourd'hui, quand j'y pense, peut-être parce que j'avais peur. Tu sais, on a nommé Albert quand même tôt. J'aimais beaucoup le nom Albert, tu sais, là. J'aurais aimé ça être capable de le dire à tous les jours, 100 fois par jour, le nom Albert. Tu
sais, ils disent dans le processus de deuil de nommer les bébés, que ça l'aide beaucoup. Mais on dirait que là, je voulais me protéger pour pas le nommer. Là, ça fait pas longtemps qu'on a trouvé son nom. Je pense qu'on va l'appeler Louis-Paul. C'est tellement beau. Ça l'aide. Pour vrai, ça l'aide. Là, je lui parle, je le nomme. Des fois, je me trompe. C'est Albert. Ouais. L'autre fois, j'ai dit à Wilfred, Albert, il a hâte d'être avec nous. Puis là, ça a été difficile, mais c'est correct. En même temps, tu sais, Albert, Wilfred, il sait c'est qui Albert. Il sait que c'est son petit frère qui est au ciel. Il va faire partie de notre vie. Mais ouais, là, ça s'en vient, là. La connexion est plus là. Oui. Est-ce que l'équipe médicale parle d'un déclenchement un petit peu plus tôt dans une situation comme ça, où il n'y aurait pas d'indication? Ah non. Non, pas du tout. Étant donné que le bébé est en parfaite santé, tout va bien, la grossesse se déroule bien. Oui, tout va bien, donc il n'y a rien. Ils veulent quand même me garder en grossesse à risque. Oui. Juste parce que mon suivi est là. Mais... C'est un suivi des fois un petit peu plus étroit, serré aussi. C'est rassurant. Je me rappelle que quand, dans le fond, mon suivi postpartum, après Albert, j'ai eu un suivi, puis la médecin m'avait dit si je voulais un autre enfant, dans ce temps-là, je me disais non, là, mais si jamais tu tombes enceinte une autre fois, tu nous appelles, puis on te prend en charge. Rapidement. Ouais, c'était quand même rassurant. Je me rappelle quand je tombe enceinte, j'ai appelé tout de suite. Oui, parfait. Wow. Puis rendez-vous, il y en a beaucoup plus, mais d'un côté, c'est rassurant de savoir qu'il y a une équipe qui connaît ton histoire, puis qui vont tout faire pour pas que ça se reproduise. Exactement. Parce que ce qui était difficile, c'est qu'on a su tout ça vraiment tard. Ouais. Mais... Tout a déboulé vite après, par contre. Hein. Ouais. Fait que là, cette fois-ci, ça a été pris comme plus tôt. On m'a envoyé faire un échocardio fœtal, même si j'avais pas de signe, juste au cas. OK. Ils ont fait... on a eu l'option d'avoir une amio. Malgré un dépistage prénatal à risque faible, ils vous ont quand même proposé... Est-ce que ça a été fait, l'amio? Ou... Oui, on a hésité. OK. On a hésité beaucoup, mais tu sais, en génétique, ils nous expliquent avec beaucoup de termes compliqués, mais que même si mon conjoint et moi, parce qu'on a fait les tests en génétique par la suite pour voir si ça venait d'un ou l'autre, que tout était ressorti beau, que ça partait quand même de quelque part, là, que ce bébé-là, fait qu'il pouvait pas savoir si c'était, mettons, des spermatozoïdes ou de mes ovaires, mais que j'avais 1 à 2 % de chance que ça revienne. OK. Puis au début, encore mon chum, tu sais, 1 à 2 %, il dit ça fait 99 % qu'on a un bébé en santé. Mais moi, de mon côté, je me dis 1 à 2 % de chance, quand habituellement, c'est une chance sur 9000. Ouais. Fait que là, je me fais qu'on a refait l'amio. Puis, encore là, tout est sorti beau. Aussi, la raison pour l'amio, je me disais, on était allé voir pour Albert. Tu sais, pourquoi qu'on n'irait pas voir pour ce bébé-là aussi? Ouais. Je me dis que c'était comme pas juste en voulant dire tout d'un coup qu'il y a quelque chose, puis on le sait pas. Je veux dire, on aurait vécu avec, là, on a fait ce qu'il fallait, mais pour Albert, on était allé voir, puis je me disais... Pour avoir un petit peu plus de réponses. Ouais. Puis je donnerai un complément d'information au besoin, mais on a quand même parlé de cette condition-là du DiGeorge. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est? Parce que, on va se le dire, c'est pas une condition dont on entend parler fréquemment, malgré que c'est pas si rare que ça. Non, c'est ça, ça arrive quand même... plus souvent qu'on pense. Comme les malformations cardiaques, je ne savais pas, mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Mais le DiGeorge, en gros, ce que nous, on a compris, c'est ça, c'est surtout le système immunitaire qui est affecté. Puis après ça, il y a comme un spectre de caractéristiques qui peuvent aller à minime jusqu'à à grave, dont que ce soit physique,
le visage, la motricité, les muscles, qui sont plus ou moins... Au niveau du tonus, exactement, par exemple, le là? OK. tonus des muscles. Par la suite, il y a beaucoup l'aspect santé mentale. Déficience intellectuelle, neurodéveloppementale. Oui, tout ça. Puis là, quand ils sont plus vieux, il y a beaucoup, beaucoup de schizophrénie même. Ah, je savais pas. Ouais, OK. dépression, des maladies mentales dans ce côté-là. OK. Combiné à généralement des malformations cardiaques. Mm. Toujours, j'ai le goût de dire toujours, là, mais à vérifier, mais qu'il y a une malformation cardiaque, que ça soit minime, là, comme juste un petit trou, ou grave, comme la tétralogie de Fallot. Il y a des problèmes aussi au niveau de la digestion. OK. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, la déglutition. OK. Fait que là, ça fait qu'ils grandissent pas comme il faut. Il y en a qui doivent se faire gaver. Il y en a qui peuvent manger normalement. C'est ça qui est... C'est ce qui rend, en fait, le processus décisionnel difficile, ce genre de conditions-là, parce que c'est quand même une condition qui va toucher autour de... C'est à peu près une naissance sur 2000 à 4000. Donc, c'est pas si rare. Puis c'est à peu près une grossesse. Bon, là, ça varie un petit peu quand on regarde la littérature, mais ça peut être à peu près une grossesse sur 1000 à 2000. Puis, ben c'est ça, ça touche le chromosome 22. Puis ce qu'on appelle, c'est une microdélétion. Donc, une délétion, en fait, c'est la perte de matériel génétique sur un chromosome. Puis quand c'est une délétion, ça peut se voir quand on fait un karyotype, donc au microscope standard, mais une microdélétion, c'est très, très, très petit. Ça prend vraiment des tests spécifiques de là, le 4 semaines d'attente. Puis, dans le fond, c'est une condition que souvent, ça se présente ce qu'on appelle là, de novo. Donc, c'est pas une condition qui va être héritée d'un des deux parents. Ça arrive spontanément comme ça. Le dépistage prénatal, bien qu'actuellement, le dépistage des microdélétions ne fait pas partie des recommandations systématiques canadiennes, il y a quand même la possibilité d'aller dépister ça. Fait que ce qu'on sait, c'est que ça peut être dépisté il y a plusieurs autres microdélétions, mais 90 à presque 100% du temps, ça va être dépisté quand on choisit de l'ajouter au package. Mais ce qui rend la prise en charge difficile, c'est qu'il va y avoir une grande variabilité au niveau des symptômes caractéristiques allant justement de léger, modéré à sévère. Fait qu'on pourrait avoir un enfant avec un dysgorge qui va présenter une anomalie au niveau de la voile du palais, avec ce qui va rendre justement la déglutition, l'apprentissage du langage plus difficile, avec une anomalie cardiaque très légère, alors qu'on peut avoir un enfant qui va présenter la même condition chromosomique, mais qui va avoir tout le lot de caractéristiques sévères qui vont en venir. Puis, c'est sûr que ce qui est sur le plan physique, on peut le voir par le biais d'examens échographiques pendant la grossesse, mais tout ce qui est, par exemple, l'hypocalcémie, le déficit immunitaire, tout ce qui est le côté neurodéveloppemental, déficience intellectuelle, bien ça, malheureusement, on reste toujours dans le néant jusqu'à la naissance du bébé, puis jusqu'à ces étapes de développement. Exactement. Fait que ce qui fait en sorte que, tu sais, dans certains cas, les parents qui vont décider de poursuivre leur grossesse, qui est tout à fait correct quand c'est fait vraiment dans un contexte où ils savent dans quoi ils s'embarquent, ils vont quand même toujours demeurer dans l'incertitude à savoir qu'est-ce qui les attend réellement. Puis par la suite, ils vont apprendre à vivre dans leur réalité petit à petit en fonction de ce qui se présente à eux. Puis, au contraire, bien, les parents qui font le choix d'interrompre leur grossesse n'auront jamais la réelle réponse à savoir dans quel état leur enfant aurait réellement été, tu sais. Fait que c'est vraiment une décision qui est vraiment crève-cœur à prendre pour plusieurs parents parce que, puis tantôt, tu l'as dit, on était toujours dans les si, puis c'est réellement ça. On n'a pas toujours, puis on est toujours dans le si, puis à ne pas vraiment savoir c'est quoi les réponses parce que si on vous avait dit, il va avoir ça, assuré à 100%, ça l'aurait facilité. Je pèse mes mots, là, on s'entend, là, mais
ça l'aurait dirigé peut-être oui, un peu plus. Alors que là, quand on est vraiment dans l'incertitude, puis tu sais, un peu comme tu disais, j'aurais aimé ça que les médecins et les professionnels de la santé me disent quoi faire. Tu sais, c'est quand difficile. Même nous, on ne saurait même pas quoi faire si cette situation-là se présentait à nous au final, tu sais. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Tu sais, pour ce genre de conditions-là, ben oui, ça peut être fait via le dépistage prénatal, malgré que ce ne soit pas une recommandation systématique actuellement. Si le résultat sort à risque faible, c'est sûr que c'est très, très, très rassurant. Si le résultat sort à risque élevé, bien, on s'entend, on est quand même toujours dans un processus de dépistage, ça nécessite des investigations supplémentaires, mais ça peut quand même permettre, dans certaines situations, d'avancer de façon plus précoce certains diagnostics. Donc, ça change la donne pour la suite de la grossesse, là. Exactement. Tu sais, l'avoir su à 12 semaines, 14 semaines, je sais pas. C'est une autre game. J'imagine que c'est plus facile qu'à 27, 28. Puis c'est sûr que le processus est quand même comporte moins de risques ou de complications pour la suite des choses parce que là, il y a quand même eu un accouchement, donc il y a un risque que ce soit hémorragique après, une infection, une complication quelconque. Probablement aussi que après, la convalescence est plus demandante, puis j'imagine qu'il y a peut-être une montée laiteuse aussi au retour à la maison. Oui, ça encore une fois, là, mon corps... Je sais qu'à ma fausse couche, j'avais trouvé ça difficile, tu sais, que mon corps s'en rende pas compte, mais là, je trouvais ça encore difficile que mon corps pense que... Que bébé était là. Oui, j'étais choquée après mon corps, là. J'ai une grosse montée laiteuse. En plus, j'avais seulement arrêté d'allaiter même pas quelques mois avant. J'ai arrêté d'allaiter comme, naturellement, là. Wilfred avait arrêté autour de 12 mois, autour de 1 an. Puis là, en avril, 3 mois plus tard, j'avais une autre montée laiteuse. Ça, c'était difficile. Fait que ça, dans le processus d'acceptation puis de deuil, c'est comme un petit retour un peu, si on veut, à la case départ. Hein? Vraiment. Puis tout ce que tu as dit aussi, Alexandra, ça me faisait penser que ça fait que ça devient tabou, tout ça. Tu sais, on n'en a pas parlé beaucoup au début de notre décision. Tu sais, on disait que notre bébé était décédé. Tu sais, on n'expliquait pas tout ça parce que la peur du jugement, je crois, parce qu'on n'en parle pas, moi, encore une fois, j'avais jamais entendu parler de ça, d'une interruption médicale de grossesse, un IMG, tu sais. C'est pour ça que je trouve ça important. Il faut en parler parce qu'on n'est pas seul. Il y en a beaucoup qui doivent passer par là. Puis, malgré que chaque situation est différente, est unique, il faut pas juger, tu sais. Là, je dis ça, c'est facile à dire, mais il faut juste en parler. Exactement. Pour briser les tabous. Oui. Valérie, on a toujours à la fin de nos rencontres une petite question qu'on appelle la question du public. Donc, si tu permets, j'avais mon petit pot ici prêt. Donc, je vais la prendre et puis te la nommer. Je pense que tu nous en as quand même parlé un petit peu tout à l'heure, mais la question étant, quelle est la place d'Albert dans votre quotidien, dans votre famille? Là, tu as nommé tout à l'heure qu'il y avait la petite urne, que Wilfred savait qu'il avait son petit frère qui était au ciel. Est-ce que c'est, j'imagine, quelque chose d'important pour vous, autant pour votre premier garçon que probablement pour bébé Louis-Paul qui va arriver? Si c'est important pour vous de continuer à faire vivre Albert dans vos souvenirs, sa petite place au sein de votre famille. Donc, on a fait un petit coin dans notre maison, une petite tablette avec des photos, avec une boîte avec des souvenirs. On en parle souvent, c'est sûr, moins le plus que le temps avance, mais à chaque fois qu'on va, tu sais, dans le fond, c'est proche de nos chambres, fait qu'à chaque fois qu'on va se coucher, on voit notre petit setup. Je trouve ça important que Wilfred le sache. Il comprend pas tout, c'est sûr que non, mais il sait qu'il est au ciel. Il en parle, il a son...
on a notre petite tradition, là, ça fait 2 ans qu'on laisse aller une petite balloune le jour de sa naissance, je peux dire comme ça, mais ouais, avec Wilfred, puis rendu à 3 ans, il comprend un petit peu plus. Puis ça va être la même chose avec Louis-Paul. C'est notre façon comme de le faire comprendre à Albert qu'il était important, même malgré notre décision. Ouais. Puis un jour, je vais être prête à expliquer à mes enfants qu'est-ce qui est arrivé puis pourquoi. Je me sens plus outillée maintenant. Je trouve qu'avec notre décision aussi, j'ai plus d'explications que si c'était le contraire. Ouais, il va garder une place. Souvent, il y en a qui me demandent « Ah, c'est ton 2e enfant? » Puis là, maintenant, je suis plus capable de le dire. Ben, c'est mon 3e. Oui, c'est mon 3e. Dans ma tête, j'ai encore ma fausse couche, là, qui était mon premier bébé, mais c'est pas pareil. Mais là, je dis non, c'est mon 3e. J'ai un enfant j'ai dû accoucher à 28 semaines. Je ne vais pas dans les détails, mais je le mentionne. Puis je suis plus à l'aise aujourd'hui d'en parler. Puis si les gens ont des questions, là, j'en parle, mais souvent ça... Mais c'est important dans le moment pour toi, tu sais, de le nommer, c'est ça. Ouais. Il y a pas de tabou, comme on disait, c'est mon 3e bébé. On essaie d'enlever ce tabou-là. Exactement. Merci beaucoup, Valérie. C'était vraiment une histoire très, très émouvante, très touchante. On est choyés que tu as accepté là, de venir nous partager cette grande histoire-là. Puis on te souhaite évidemment une magnifique fin de grossesse, un beau Louis-Paul. Oui, beaucoup de bonheur. En bonne santé. Oui, puis beaucoup de bonheur en famille. Merci de l'invitation. Puis j'espère que ça va inciter aussi les mamans à plus en parler quand il arrive quelque chose. Ouais, c'est important. Ouais. Merci. Les histoires prénataux. Paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité et la santé de la femme. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.